Bonjour à tous, ici Lucas Lunette et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de Lady Film 2. Si vous n'avez pas vu la première, elle s'affiche juste là en fiche et où je vous explique en fait exactement en quoi tout cela va consister. Donc allez la regarder, ça parle des films Disney et aujourd'hui on va parler des 10 films Pixar qui m'ont le plus marqué. Il n'y a pas de classement, comme dit premièrement, c'est juste les 10 films Pixar que j'ai le plus apprécié, qui m'ont le plus marqué. On commence tout de suite avec Mille et une pattes, qui est le deuxième film d'animation réalisé par Pixar. Donc le premier c'était Toy Story. Et donc Mille et une pattes, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça montre que des fois on a raison contre tout le monde, qu'on peut avoir de très bonnes idées qui ne fonctionnent pas forcément tout de suite, mais qu'on peut avoir raison, on peut avoir des idées complètement folles, mais elles fonctionnent et c'est ce qui va au final marcher le mieux et nous aider à nous élever et à réussir mieux que tout le monde. Et ça montre vraiment que quand on a des idées folles, il faut y aller jusqu'au bout, foncer, travailler un maximum et qu'avec un peu de chance, on peut y arriver. Et je trouve que ce film montre vraiment ça et que des freaks, donc les gens un peu fous, un peu complètement timbrés, qui ont des idées folles, qui sont un peu différents, persévérer dans leurs idées, dans leur folie, et ils peuvent réaliser de grandes choses. Du coup, cette double lecture enfant-parent, comme d'habitude, on arrive à trouver le message. Les enfants, ils vont juste rigoler quand ils vont voir les personnages du cirque, la fourmi, la sauterelle, la mouche. Ils vont rigoler aux conneries de Tilt, attachant avec le pollen et tout. Puis il y a toujours ce setup payoff dans les films Pixar avec l'oiseau qu'on voit au tout début, qui va resservir à la fin pour faire fuir les sauterelles et le borgne. Et au final, retomber, il va comprendre que c'est un faux oiseau et retomber sur le vrai, se faire véritablement manger. Et montrer aussi que les enfants sont une partie de la solution, puisque c'est les petites fourmis avec la princesse qui vont venir aider Tilt à manœuvrer l'oiseau à la fin. Et puis il faut dire que pour l'époque, 99, l'animation est quand même dingue quoi. Donc Ratatouille. Ratatouille, c'est l'histoire de Rémi, qui est un féru de cuisine, qui va se retrouver en plein cœur de Paris, se retrouver dans le restaurant Gustavo. C'est ça, Gustavo, hein, Gustave, j'hésite. Gustavo, je sais plus exactement. Et il va se retrouver avec Linguini, un jeune apprenti qui fait pas grand chose de très très bien. Il est apprenti dans la cuisine, mais il fait pas bien la cuisine. Et ils vont nouer une relation. Puis en fait, c'est Rémi, le petit rat, qui va se retrouver dans la toque de Linguini, qui va le diriger en lui tirant les cheveux dans tous les sens. Et Linguini va devenir très 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 bon cuisinier. Et va devenir un très très grand chef. Va essayer de faire gagner sa dernière étoile au restaurant. Enfin, c'est quelque chose de très très spécial, mais je trouve que c'est bien. Et Rémi, qui est un rat, c'est quelque chose de considéré comme sale, pas hygiénique, et qui est attiré par la cuisine, le truc qui doit être le plus propre au monde, le truc très gastronomique, très chic, et il atteint son but au final, et il est attiré par ça. Et donc c'est pas parce que vous venez d'un milieu qui n'est pas dans les plus grandes classes sociales que vous pouvez pas arriver à faire ce que vous voulez. C'est pas parce que vous venez d'une classe sociale très très grande que vous pouvez pas vous retrouver à faire ce que vous aimez le plus au monde. Si vous aimez faire ça, c'est pas où vous êtes né, d'où vous venez, qui vous empêchera de le faire. C'est à force de travail, vous allez y arriver, avec un peu de chance aussi, mais vous allez y arriver si vous travaillez dur. C'est ça le message en fait du film. Et que si vous aimez quelque chose, il faut y aller à fond, et il faut foncer, et il faut pas vous embêter d'où vous venez, et vous y arriverez quoi qu'il arrive. Et au final, si c'est pas dans un grand restaurant 4 étoiles, ce sera dans un petit bistrot. Pas plus mal, hein. Ce serait pas moins heureux, c'est très bien. Et puis ça dit aussi que les légumes c'est bon. Vous voyez, le critique, il est plus grand critique de Paris, de restaurants et tout, il est très aigri. Il redécouvre le plat de son enfance, le truc très basique, tout simple, mais il redevient heureux. Au final, c'est quand même sympa, non? Vous n'êtes pas moins heureux à manger dans un petit bistrot que dans un grand restaurant 4 étoiles et aimer tout le monde. Ça veut rien dire, donc je trouve qu'il y a quand même 2-3 messages très très importants dans Ratatouille et c'est ça qui est cool. Donc le troisième film, c'est Wall-E. Et c'est quoi l'histoire de Wall-E? En gros, la Terre est beaucoup trop polluée à cause des guerres atomiques, du réchauffement climatique, etc. On ne peut plus vivre sur Terre. Les humains donc sont partis dans des énormes vaisseaux spatiaux et ont laissé la tâche à des petits robots qui s'appellent Wall-E de nettoyer la Terre, de prendre les déchets, de leur faire des composts, de brûler tout ça, machin, pour que d'ici plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années, les humains puissent revenir repeupler la Terre. Et donc, on se retrouve sur Terre où il n'y a plus qu'un seul Wall-E qui est en état de marche, les autres sont capoutes et en fait, on se rend compte que peut-être on pourra plus jamais revenir sur Terre, quoi. Et donc Wall-E fait sa petite vie tout seul pendant 20-15 minutes de film sans qu'il y ait rien d'autre. Et donc il y a un robot Eve qui vient sur Terre
et qui essayent de voir si ils peuvent revenir sur Terre, repeupler la Terre. Et donc Wally, depuis quelques temps, entretient une petite plante qu'il voit pousser. Et donc Eve embarque la plante et Wally va se retrouver à suivre Eve pour récupérer sa plante. Ils vont lier un lien. Wally, Eve. Vous connaissez sûrement cette petite blague du film, si vous n'avez pas vu le film en tout cas. Et on se retrouve dans l'espace où les humains sont accaparés par leurs écrans complètement gros, ils marchent même plus tout seuls, c'est des fauteuils tous obèses. Quand ils mettent un pied par terre, ils tombent complètement. Et donc ils voient pas ce qui se passe. À côté, il y a un robot qui essaie de prendre le commandement du vaisseau. C'est l'intelligence artificielle qui va tous nous buter parce qu'elle croit qu'on est contaminé par la plante. Enfin, et donc en fait, le message du film, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à la planète et il y a aussi le message de l'intelligence artificielle, des écrans, de l'obésité, et que si on se laisse aller, la Terre va mourir et qu'il faut qu'on arrête de faire ça et qu'on prenne conscience qu'on n'a qu'une seule planète et pas des millions. Là, je tourne cette vidéo le 8 août, je crois. Le 8, on est le 8, on est le 9. Et donc, le jour du dépassement a eu lieu, c'était le 1er août. Le jour du dépassement, c'est le jour où on vit à crédit, où on a dépassé ce qu'on pouvait consommer en une année. Donc, en gros, le 1er août, on a consommé tout ce que la planète pouvait produire en 365 jours. Donc, on vit à crédit sur la planète aujourd'hui. Donc, il faut qu'on arrête de faire ça, parce que sinon... On va la brûler, la planète, et on a qu'une seule planète et elle va mourir, elle ne mourra pas, mais elle va nous buter avant qu'on la tue, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un bon message écologique, mais je trouve très intéressant parce qu'il n'est pas lié qu'à ça. Il y a aussi le message des écrans, de l'intelligence artificielle, et qu'il faut aussi savoir faire la part des choses et pas être accaparé que par ça, pouvoir utiliser la technologie à bon escient et de façon limitée quand même, une activité physique et pas trop sédentaire, c'est quand même important aussi. Voilà, c'est un film qui est très beau esthétiquement, mais je trouve que les 20-30 premières minutes du film où il n'y a vraiment pas de dialogue, c'est la partie qui m'a vraiment accaparé le plus et là où tu rentres dedans et t'en sors plus du coup. Voilà pour Wall-E. Ensuite, Les Indestructibles, je peux vous faire un discours dessus, j'en ai déjà parlé dans Les Indestructibles 2, le meilleur film de super-héros, le meilleur 4 fantastique qu'on méritait, je pense. Voilà, rien à dire sur ce film, hyper esprit de famille, le méchant est génial, le double sens est excellemment bien joué sur le fanboyisme, sur les fanatiques, il faut pas être trop fan de quelque chose. J'ai rien à dire, les super pouvoirs sont géniaux, le 2 est bien, hâte d'avoir un 3. Les Indestructibles, c'est de la balle, foncez le voir si vous ne l'avez pas vu. Coco. Alors Coco, c'est très particulier parce que je trouve que tout l'aspect familial, c'est hyper important. La maladie d'Alzheimer, c'est dingue, il y a un énorme sens là-dedans. Et le fait que quand on nous oublie dans le monde des morts, et ben on meurt dans le monde des morts, c'est vraiment beau. La famille de Miguel, elle est très attachante. Cette histoire sur la musique aussi, ça me touche beaucoup. C'est un film qui a une aura vraiment très très belle et je pense que depuis là-haut ils n'avaient pas fait quelque chose d'aussi bien Pixar. C'est vrai que depuis Le Monde de Dory ou Peter et le Dragon, ils n'avaient pas fait de film très beau, très touchant et avec un très fort sens. Là, il y a quand même un sens immense qui est vraiment magique et que c'est même quand on a fait de mauvaises actions dans la vie, et ben dans le monde des morts, on reste au sommet quand même. Que logiquement, selon les religions, beaucoup de religions qu'on a aujourd'hui, les religions monothéistes, et ben quand on fait de mauvaises actions dans la vie, on va en enfer et quand on a fait de bonnes actions, on monte au paradis normalement. Ce qui n'est pas retranscrit dans le film. Au final, Hector vit bien, il retrouve sa fille, et Coco, et c'est ça qui est beau, c'est pour ça que le film s'appelle Coco, parce que c'est elle l'enjeu de l'histoire, la grand-mère. Et c'est très beau de voir que tout tourne autour de la famille, de voir tous les choix que Miguel peut faire en fait. Tout ce qu'il essaye de faire, de retrouver, de pourquoi on ne peut pas faire de musique dans cette famille, etc. C'est au fur et à mesure, on voit les choses venir. Pas forcément de cette manière-là, on sait dès le début que c'est pas Enrico, son arrière-grand-père. Voilà, on cherche à savoir qui c'est et je trouve que le monde des morts c'est quand même beaucoup plus joyeux que le monde des vivants, un peu à la même manière que les noces funèbres. Donc c'est quand même dingue ce monde des morts tellement coloré, ils sont pas réellement morts en fait. Qu'il y a quelque chose après et ça c'est dingue. Je trouve qu'au niveau de l'animation il n'y a pas énormément de choses faites, c'est hyper fluide, c'est dingue, mais voilà, c'est pas révolutionnaire, ça fait des années qu'ils n'ont pas amélioré ça. Mais Coco était un excellent film, c'était un très très bonne idée de sortir à Noël et voilà, il n'y a rien à dire sur Pixar. La mort, la famille, c'est des thèmes très importants. Je pense que ça touche les adultes comme ça a touché les petits, même s'ils n'ont pas effectivement compris tous les sens possibles. C'est un film qui est très dur, qui est très triste, qui est pas le film le plus joyeux de Pixar. Et c'est important aussi de faire des films comme ça. Je trouve que voilà, c'est une bonne idée et ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont pas fait marche arrière ou ils sont pas allés à 50%. Non, ils sont allés jusqu'au bout du truc et bien joué. Vraiment, bravo.
Monstres et compagnie, c'est un film que j'aime beaucoup, j'adore Sullivan et Bob, j'adore Boo, j'adore... voilà, on a peur de choses qu'on ne connaît pas. C'est exactement ça le message du film. Je peux vous faire l'affront de vous le raconter, vous le connaissez, mais voilà, ça c'est un message à tous les racistes, tous les xénophobes. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Si on apprend à connaître les gens, à connaître les choses, à aller vers l'autre, et ben on n'aura plus peur de ça. C'est ce qui se passe exactement à la fin du film. Ils pensent que c'est la peur qui fait qu'ils vont réussir à glaner l'énergie du monde des humains. Et ben non, au final, c'est le rire. Comme quoi ils se trompaient depuis le début, ça fait des années qu'ils marchaient comme ça. Alors que voilà... On le voit dans Monster Academy en plus, ils ont des écoles pour apprendre à faire peur. Comme quoi ça fait des années et des années qu'ils se basent sur un système totalement faux. J'ai rien à dire, Monster et compagnie c'est un super film. Au niveau d'animation, là ils avaient franchi un cap déjà à l'époque. Ils avaient remonté d'un cran. Sullivan et Bob sont très attachants, c'est l'opposé, l'un à l'inverse, c'est limite une relation homosexuelle. Sullivan le plus méchant, c'est lui au final qui va être le plus attaché à Boo. Ce qui est quand même un peu antinomique, mais c'est ça qui est génial. Voilà, enfin... J'ai rien à dire de plus sur Monstres et compagnie, c'est un super film, foncez le voir, c'est peut-être l'un de mes préférés au niveau Pixar. Même si là on va arriver dans les 4 derniers et les 4 meilleurs pour moi. Là-haut c'est une très belle histoire d'amour déjà, et très belle histoire de passage de flambeau, très belle histoire aussi de où est-ce qu'on peut aller pour prouver qu'on a raison et que ça peut nous perdre dans la folie. Monsieur Fredricksen a vécu la plus belle histoire d'amour qu'il ne soit, et quand sa femme est morte, il a voulu réaliser le rêve qu'ils avaient tous les deux et qu'ils n'ont jamais pu faire. Aller en Amérique du Sud pour voir les chutes du Niagara. Et pour ça, il décide d'accrocher des millions de ballons à sa maison et de voler jusque là-bas à 78 ans, mais il s'aperçoit trop tard que Russell, un petit jeune explorateur de 8 ans, est dans son patio juste à l'extérieur de sa maison. Et du coup, ils vont s'embarquer dans une aventure. Et voilà, en gros, l'histoire du film. Là-haut est un film très très touchant. Je vous renvoie vers la vidéo, je vous la mettrai en description, de Dex et le cinéma, qui a fait une vidéo sur Là-haut, qui expliquera beaucoup mieux que moi ce qu'il a ressenti au niveau du film. C'est vrai que je l'ai vu il y a très très longtemps, je l'ai pas revu depuis. Mais voilà, enfin, c'est dur d'expliquer exactement tous les messages qu'on a énormément, tous les messages qui sont présents dans Là-haut. Mais c'est juste un film qui va vous toucher. Je sais pas exactement comment vous décrire ça. C'est juste émotionnel et sentimental. Vous allez avoir des sentiments très différents selon votre ressenti, selon votre expérience de vie quand vous allez voir Là-haut. Et donc je vous laisse juste mettre les mots que vous avez vous sur ce film. C'est pas pour rien que c'est un de mes préférés. Ça fait résonner des choses en moi et comme je pense en beaucoup de gens parce que c'est un des meilleurs Pixar. Donc voilà, je vous laisse mettre en commentaire les mots pour vous ce film évoque. Pour moi ça m'évoque énormément de joie, énormément de tristesse, de nostalgie, certaines mélancolies. Je pense que c'est le mot qui décrit le mieux ce que je ressens quand je vois ce film. Voilà pour Là-haut. On passe à Vice Versa. Je trouve que c'est la meilleure idée que Pixar ait eue. Mettre des émotions vivantes à l'intérieur de nous et les expliquer comment elles fonctionnent. Et montrer qu'au final, c'est pas une seule émotion qui dirige tout, mais que c'est l'alliance de tout ça qui fait de nous ce qu'on est. Et ça, c'est le message hyper important du film, c'est que on a besoin d'un alliage de joie, de tristesse, de dégoût, de colère et de peur pour faire qu'un souvenir est réussi. Je suis sûr que vous vous souvenez pas de votre souvenir le plus joyeux, c'est pas ce qui vous a marqué le mieux. Le souvenir qui vous marque le plus, c'est, comme dans le film, c'est un souvenir allié de plusieurs choses, d'un peu de tristesse, d'un peu de joie, d'un peu de peur peut-être avant aussi. Je sais pas, mais c'est forcément un mélange de tout parce que la vie n'est pas binaire, c'est un mélange de plein de choses. Mais c'est beau comme message et j'adore les personnages de Vice Versa. C'est un super film. Tout ce qui est exploré, ces centres de commande, ces îles, des passions, ces centres des souvenirs, le train de la pensée. Ils ont réussi à retranscrire tout ce qui se passe dans un cerveau de façon très imagée, très compréhensible pour des jeunes enfants, avec un double sens pour nous adultes et bravo, enfin j'ai rien à dire, foncez voir le film. On passe aux deux derniers, j'ai pas mis le premier parce qu'il fallait faire un choix, seulement 10 et pas 11. Toy Story 2 et Toy Story 3 parce que je pense que le premier est le moins bon des trois. Voilà, Toy Story 2 parce que c'est une aventure, il faut sauver le soldat Woody. J'adore ces personnages, enfin voilà, j'ai grandi avec Toy Story et le 2 est vraiment génial, on apprend plus sur l'univers du cowboy, on découvre Jesse pile poil, l'aéroport, la course poursuite à l'aéroport est dingue, enfin ils ont vu les choses en grand et Toy Story 3 revient et c'est genre sortir de prison. Et Andy m'a beaucoup fait penser à moi, j'avais 16 ans quand j'ai vu le film et voilà, j'ai décoché ma petite larme, voilà. Vraiment, devant Toy Story 3, c'est à la fin,
Je vais pas spoiler même si ça fait des années, mais voilà. Moi j'ai pleuré au cinéma devant Toy Story 3, j'ose le dire. C'est fait pour ça aussi, ressentir des émotions au cinéma. Toy Story 3, voilà, le message de la passation. Que dire de plus, c'est tellement beau. Buzz l'éclair, Woody, Pile-Poil, Jessie, Zigzag, Zurg. Ces personnages, ils ont un don pour créer des personnages dingues. Et bravo quoi. Puis surtout Buzz l'éclair quoi. Faire un hommage au deuxième homme qui a marché sur la lune après Neil, c'est une très très bonne idée quoi. Enfin vraiment, bravo quoi. Puis je les ai dans ma chambre, Buzz l'éclair et Woody. Quelque chose qui restera, ça. Des films qu'on aura envie de faire découvrir à nos enfants plus tard. Enfin, j'ai peur pour Toy Story 4, mais bon, écoutez, c'est Pixar. S'ils nous font des trucs de la maestria de Coco et de là-haut, et des 3 premiers, il n'y a pas à avoir peur. Donc voilà, c'était les 10 films Pixar qui m'ont marqué. Écoutez, je sais pas si c'est intéressant pour vous, peut-être, j'en sais rien. Et en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Donnez-moi vous, vos 10 films Pixar que vous préférez. Peut-être un classement si vous en avez. Moi, il n'y en a pas, même si c'est vraiment les Toy Story que je préfère. N'oubliez pas de laisser un pouce si ça vous a plu, de me dire dans le sondage là-haut lequel vous pensez qui se retrouvera dans les 10 ou les 20 meilleurs films de ma vie. Je vous laisse, c'était le Geek à lunettes. N'oubliez pas de la partager si ça vous a plu. À la prochaine pour les 10 films de Finité Incantatem.